Bienvenue dans le débat de France 24. C'est devenu une habitude. On a coutume de dire qu'un mandat se juge souvent, à défaut de se jouer, sur les 100 premiers jours. Le temps nécessaire à l'opinion pour s'en faire une, justement, d'opinion. Le temps aussi d'effectuer les premiers réglages, surmonter parfois les premiers faux pas sous l'œil encore bienveillant d'une majorité d'électeurs qui veulent y croire, le fameux état de grâce. Et lui-même n'échappe pas à la règle. Emmanuel Macron, lui qui a promis d'aller vite et a fixé un cap très tôt, la rentrée de septembre, pour voir mis sur les rails certains des projets phares de son quinquennat. Et alors que les Français, eux, semblent déjà saisis par le doute, si l'on en croit les sondages, qui tous convergent à la baisse en cette fin d'été. Au même stade de leur mandat, François Hollande et Nicolas Sarkozy avaient davantage de partisans. On sait ce qu'il advint par la suite. Où en est Emmanuel Macron après 100 jours passés à l'Élysée? On en parle avec vous, Hélène Pilichowski. Bonjour, vous êtes grand reporter en charge de l'économie et de la politique, auteur de Sarkozy et la presse. C'est paru en 2012 déjà, au début, juste avant d'ailleurs le quinquennat de François Hollande. Jean Garrigue, vous êtes historien et auteur des Scandales de la République, président du comité d'histoire parlementaire et politique. Marc Bassette, vous êtes correspondant ici à Paris pour le quotidien espagnol El País, et Alexis Poulain, cofondateur du Monde Moderne. Vous êtes ancien directeur d'Euractiv France. Merci à vous quatre d'avoir accepté notre invitation. C'est le moment du doute, Hélène Pilichowski, ou bien déjà du désamour? On va dire un peu des deux. Moi, je l'ai souvent dit sur les plateaux, j'avais le sentiment qu'on me prenait pour un oiseau de mauvaise augure, parce que je voyais quel était l'état d'esprit et le nouveau monde de fonctionnement de notre société, avec des citoyens jamais contents, avides de dégagisme, de contestation de tout ce qui arrivait, etc. Et avec la puissance montante des réseaux sociaux, des sondages. Il n'y a pas de sondeur ici, pour une fois, tant mieux. Des sondages, excusez-moi, des chaînes d'infos aussi, etc. Donc il y a une très très grande pression qui fait qu'on demande constamment l'avis, on cherche toujours les choses qui ne vont pas, parce que vous savez très bien, c'est les trains qui arrivent en retard qui intéressent la presse, etc. Donc je me disais, mais quel qu'il soit, le prochain président élu n'aura pas d'état de grâce. Ou s'il en a un, ça sera d'une brièveté incroyable. Et c'est ce à quoi on assiste. Vous savez, Emmanuel Macron lui-même, qui a eu tellement de chance, qui a eu une ascension fulgurante, enfin tout ce qu'on sait, il disait lui-même qu'il ne voulait pas fêter les 100 jours. C'était il y a quelques jours, je crois, qu'il ne voulait absolument pas marquer cet anniversaire, parce qu'il trouvait que ça n'avait pas de sens au regard de 2 ans de campagne, de réformes promises, mais qui vont se faire petit à petit avec des résultats attendus à plus long terme. Il trouvait que ce bilan était un peu aberrant. Il a bien fait de le dire, parce que ça lui a évidemment évité un passage qui n'est pas très bon, parce qu'on assiste un petit peu, parce qu'il a quand même eu un petit état de grâce, c'est-à-dire la mise en scène de départ. Au moment où il a revêtu la stature, ça a été formidable. Tout le monde l'a admiré, le virage sur le tapis rouge berlinois, etc. Tout le monde disait, il est extraordinaire, il sait tout faire, tout lui va et tout. Et puis, petit à petit, il y a eu, je ne vais pas énumérer tout ça, bien sûr, il y a eu quelques couacs, les coiffes fiscaux, les 4 départs de ministres, etc. Il y a eu plein de choses, donc le petit doute est arrivé. Et voilà, bien sûr. Et là, maintenant, effectivement, on est dans une période d'attentisme en plus. Ouais. Jean Garrigue, il ne veut pas se soumettre à ce test, d'une certaine manière, des 100 jours, au regard des Français et des journalistes et des médias après 100 jours seulement passés à l'Élysée. Et pourtant, on a l'impression d'un sentiment d'urgence du côté du pouvoir, avec déjà ces 3 lois importantes, votées en très peu de temps, cette session parlementaire, cette session extraordinaire qui a fait que les députés sont partis en vacances à peine 2 semaines. Le gouvernement est déjà à pied d'œuvre là, pour la rentrée. On va concerter sur la loi travail à partir de cette semaine. Ça veut dire quand même qu'on est conscient du côté de l'Élysée qu'il y a une attente à satisfaire rapidement. C'est tout le paradoxe. Comme le disait Hélène, Emmanuel Macron a toujours refusé cette idée des 100 jours. Je crois qu'il a raison, parce que cette idée des 100 jours, on l'associe, alors d'abord historiquement à Napoléon, au retour de Napoléon de l'île d'Elbe, ou alors aux 100 jours de Franklin Roosevelt. Et là, on est plus près de ce qu'a voulu Franklin Roosevelt, c'est-à-dire aller très très vite pour réformer. Mais les réformes de Roosevelt en 1933, le New Deal, ça prenait encore beaucoup plus d'ampleur que ne prennent les réformes de Macron. Mais
lui, ce qu'a toujours dit Emmanuel Macron, c'est que la réforme, elle durerait 5 ans. Hein. C'est qu'il fallait réformer de fond en comble, et donc qu'il faudrait 5 ans pour réformer et pas s'arrêter à ces 100 jours. Ça veut dire qu'on va être à ce rythme-là pendant 5 ans, parce que les députés eux-mêmes, on a vu quand même pas mal de quoi, qu'on va en reparler, mais enfin on sent qu'il y a parfois une impréparation, et puis eux-mêmes disent qu'ils ont été usés jusqu'à la corde en très peu de temps finalement. Du côté des ministres, avec des cabinets ministériels réduits à la portion congrue, on a l'impression là qu'on est vraiment sur la corde. Ça peut tenir comme ça à ce rythme pendant 5 ans? Mais on voyait aussi ce qu'a montré l'élection présidentielle, l'atmosphère de l'élection présidentielle, c'est que les Français, ils avaient besoin de changements profonds. Enfin, ça a été ce qu'on appelle le dégagisme, le vieil écosystème des deux partis traditionnels a complètement explosé. La loi de confiance nous montre, même si elle ne va pas jusqu'au bout de ce que certains pourraient attendre, elle nous montre qu'on avait besoin d'une nouvelle moralisation de la vie politique, en tout cas d'une transformation des pratiques politiques. Maintenant, si vous voulez, qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron se retrouve avec 36% d'opinion favorable, est-ce que c'est vraiment une surprise? On a eu l'illusion, avec ce premier mois dont parlait Pilichowski, avec 66% d'opinion favorable. Pourquoi? Parce que c'était la reconquête de la présidentialité. Il avait tourné le dos aux erreurs de François Hollande et il nous redonnait une véritable présidence d'autorité. Une popularité par contraste. Par contraste, tout à fait. Mais en même temps, pour être macronien, souvenons-nous qu'à le premier tour de l'élection présidentielle, 24-25% des électeurs votent pour Emmanuel Macron. Donc le noyau dur de ceux qui ont confiance. Et ça, c'est fondamental par rapport à ces sondages de notoriété, de popularité. Noyau dur, il est autour de 25%, et on peut l'augmenter un tout petit peu avec ceux quand même qui ont été convaincus par le premier mois, mais ça n'est pas totalement surprenant de le retrouver à ce niveau de popularité. En revanche, moi je pense que la différence peut-être avec ses prédécesseurs, en tout cas avec François Hollande, c'est qu'il n'aura pas l'œil rivé sur ces sondages et que, je le répète, s'il tient ses promesses, le train de la réforme va continuer. Alexis Poulain, ces mesures de l'opinion, elles sont encore pertinentes après le bouleversement qu'a constitué l'élection justement d'Emmanuel Macron et la fin du clivage droite-gauche. Autrement dit, est-ce qu'on peut comparer la popularité aujourd'hui d'Emmanuel Macron à celle de ses prédécesseurs ? On peut le faire. Enfin, c'est un système politico-économique. Le sondage, c'est un institut privé, c'est une entreprise privée qui vit justement de la question, à savoir, vous êtes content ou pas content. Le Français, en général, il n'est pas content. Et après, on peut orienter les questions. C'est le principe du sondage. Donc, on va, en fonction des questions, avoir un résultat dont on est à peu près sûr. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on paye des sondages pour après appeler les journalistes et dire « Ah oui, ça marche bien ». Et donc, aujourd'hui, c'est un système qui tourne à vide, c'est vrai. Ça va trop vite. Je crois qu'il y a un sondage en temps réel qui s'appelle les réseaux sociaux, qui s'appelle les plateaux de télé H24. Et on voit bien que tout s'accélère. On a vu cette campagne aussi, elle était complètement différente des autres. Ça allait très vite. François Fillon, il n'a pas été capable de répondre aux critiques. Il s'est jamais remis de la première critique. Et puis, c'était vraiment une campagne qui s'est jouée en 3 dimensions, sur le terrain, avec du porte-à-porte. C'est pour ça qu'En Marche a fonctionné. C'était sur l'image de désir d'avenir. Donc, vraiment créer un roots movement, un grassroots movement, comme on fait aux États-Unis. Donc, mouvement de base. Sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire il faut avoir une task force digitale pour convaincre, pour faire passer le message. Et puis, cette histoire des fake news. En disant la réalité alternative, aujourd'hui, elle fait partie de l'équation politique. Donc le sondage, il fait partie de la fake news aujourd'hui. C'est quelque chose qui est là pour donner quelque chose à dire aux journalistes sur les plateaux télé, mais il n'y a pas de vraie réalité. La réalité, elle est dans ce que vous avez dit, c'est 25% de base qui sont la base forte d'Emmanuel Macron et qui ne changera pas, ou très peu, au cours de ce quinquennat. Après, ce qui peut vraiment donner une température de l'eau, c'est dire, est-ce qu'on va dans une bonne direction? Est-ce qu'il y a un risque de tension sociale? Est-ce que la colère qui était là pendant la présidentielle, est-ce qu'on y a répondu ou pas? Là, c'est vraiment à ça que peut servir le sondage. Marc Bassette, on a l'impression qu'il y a un décalage entre la perception que nous, on a ici en France aujourd'hui d'Emmanuel Macron, qui est une perception finalement très, très concrète au jour le jour, avec cette popularité qui s'effrite, avec l'attente de résultats, avec aussi l'absence peut-être d'euphorie au moment de son élection, il faut quand même se le rappeler, avec effectivement un socle électoral finalement assez faible, moins d'1 électeur sur 4, à peine 18% des inscrits, si l'on compte réellement les suffrages exprimés, et en même temps la vision de l'étranger d'une véritable rupture, un peu comme à l'époque de Clinton ou Tony Blair, le magazine Fortune qui place Emmanuel Macron en tête des hommes les plus influents de moins de 40 ans. Comment vous l'expliquez? Oui, à l'étranger, Emmanuel Macron n'a pas encore perdu l'état de grâce.
Parce qu'il a rendu, je crois, un service, il a un crédit à l'étranger qui est simplement avoir arrêté la vague populiste. Ça, ce n'est pas une moindre chose. Et ça, c'est quelque chose qu'il va avoir à la fin du quinquennat, quand on écrira l'histoire, après la victoire de Trump, après le Brexit. Déjà, il a fait ça. C'est actif dans son curriculum. Mais on l'attend, comme en France, en septembre. Ce qu'il a besoin de faire pour affermir sa crédibilité internationale, surtout européenne et surtout avec l'Allemagne, c'est faire la réforme du Code de travail. Et je crois que c'est là où on va voir vraiment si le style de Macron, les gestes, la théâtralité, où il a démontré qu'il est un maître, vraiment, se traduit en quelque chose de concret où on l'attend vraiment. C'est la jauge de son ardeur réformatrice, c'est ce qui finalement permettra de dire ce qu'est le macronisme, cette réforme du travail, Hélène Pilichowski. Oui, ce qui est difficile, c'est qu'en fait, il a prôné tout au long de sa campagne le renouvellement. Mais le renouvellement, ça fait partie d'un nouveau jeu politique, mais ce n'est pas un programme politique. C'est pour ça qu'En Marche, ils sont assez décontenancés en ce moment. On l'a vu lors de leur réunion fondatrice, là, la semaine dernière. Il y a déjà des tiraillements. Parce qu'ils ont du mal à donner un contenu à la notion de renouvellement. Il n'y a pas d'idéologie politique en dehors de ce renouvellement. Mais vous vous rendez compte, c'est terrible, c'est vide pour l'instant. Alors bien sûr, Emmanuel Macron, il avait un programme, alors il va le mettre en route, c'est ce qu'il faut attendre maintenant. Mais c'est très compliqué parce que qu'est-ce que c'était son fondement politique? C'était au départ ni de droite ni de gauche. Après, il a changé, il a dit de droite et de gauche pour mettre un peu plus de contenu quand même, parce que voilà. Mais c'est déjà remarquable que ça ait pu tenir le temps d'une campagne. Mais oui, les militants, qu'est-ce que vous voulez? Ils vont pas se battre on se bat pour une idéologie quand on est dans un parti politique. Les Verts, la gauche, ça veut dire quelque chose, la droite. Mais là, ils se battent pour quoi? Pour être et à droite et à gauche. Ça ne veut pas dire grand-chose. Et c'est ça qui fait qu'il y a un désappointement général. On est au milieu du gué, on a du mal à sortir d'un quitter le monde. Et les images ne vont pas suffire à combler ce vide. C'est ça. Rapidement. Là-dessus, je suis d'accord sur cette ambiguïté. Oui. Maintenant, de là à dire qu'il n'y a pas d'idéologie, moi je pense qu'il y a un socle très clair, justement, qui est ce qu'on pourrait appeler le social-libéralisme. Ouais. Et que, en réalité, le pari d'Emmanuel Macron, c'est de dire qu'une première phase, ça va être une phase d'austérité budgétaire. C'est très clair, on peut l'appeler comme ça, on peut l'appeler rigueur, mais effort. C'est une phase d'austérité libérale, mais je dirais même de purge libérale, de manière dans son esprit, alors une purge certes plus limitée que celle que nous proposait François Fillon, mais une purge libérale, de manière dans son esprit précisément à transformer précisément les rapports sociaux dans l'entreprise, le rapport entre l'État et les citoyens, la construction européenne qu'il veut relancer. Mais tout ça passe d'abord par cette idée d'austérité et de rigueur. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est difficile, qui va être très difficile à faire comprendre à la société française. Oui, surtout qu'il n'est pas sûr que les mêmes 25% de personnes qui ont voté pour le ni droite ni gauche aient forcément voulu exactement ça. Mais on en reparlera dans la deuxième partie de cette émission. Restez avec nous, on se retrouve tout de suite.